deuxième soirée de cette 7e édition des rencontres Sciences et Humanisme. Je rappelle que je vous demande d'éteindre vos téléphones portables. Je le disais dans le début d'après-midi, nous changeons de regard pour considérer l'avenir avec une référence plus philosophique ce soir. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Lévy-Leblond, qui est physicien, qui a beaucoup enseigné à l'université de Nice. Du reste, il est professeur émérite de l'université de Nice. Il a enseigné dans les départements de physique, de philosophie et de communication à l'université de Nice. Il est par ailleurs directeur du secteur scientifique aux éditions du Seuil et de la revue Alliage. Je vais lui laisser tout de suite la parole. Il va nous parler de la pensée scientifique en posant une question. La pensée scientifique a-t-elle un futur ? C'est à lui de répondre. Je le laisse tout de suite d'avance. Merci pour son intervention. Jean-Marc, c'est à vous. C'est moi qui dois commencer par remercier François Landini et Isabelle et Jean-Noël Repion pour leur accueil, pour ces belles soirées et l'organisation parfaite de ce genre de choses. Avant de vous parler du sujet que j'ai à traiter, je voudrais vous dire que je viens en voisin. J'habite donc à Nice, comme Jean-Noël vous l'a dit, et je vous vois depuis chez moi. Vous ne le savez peut-être pas, ou certains d'entre vous le savent, mais depuis Nice, nous voyons la Corse en détail, et je voulais vous le montrer parce que ça pose quelquefois quelques problèmes. Voilà une image, c'est exactement là ce que je vois depuis chez moi, par les beaux matins d'hiver, quand le ciel est très clair. La Corse, que vous voyez là, n'est pas une petite tache à l'horizon, elle occupe une distance apparente qui est à peu près celle de mon empan à bout de bras. Si l'on prend une photo un peu plus détaillée, la voilà, on peut reconnaître, quand on a un peu arpenté la montagne corse, ce qui est mon cas, on peut reconnaître les sommets. Ceux d'entre vous qui sont familiers avec le GR20 reconnaîtront ici la pointe de la Paglia Orba, là le Tafonato qui est juste à côté, la Punta Minuta et le Cinto qui est là. Et puis peut-être une dernière qui vous montre que parfois dans la journée, ici c'est au-dessus des nuages, c'est vu du Col d'Èze à 500 mètres d'altitude, on arrive quand même à vous voir. Alors ça pose un problème que je ne traiterai pas ce soir, mais qui vaudrait à lui seul une conférence amusante, c'est comment se fait-il qu'on puisse voir la Corse depuis Nice, alors que logiquement la courbure de la Terre devrait nous en empêcher. Si la lumière se propageait en ligne droite, elle serait interceptée par la Terre entre la Corse et Nice. Et pourtant, vous l'avez vu, je vous l'ai démontré, nous la voyons. Écoutez, nous laisserons ça pour une autre occasion. Et je vais maintenant aborder mon sujet, c'est-à-dire vous parler de l'avenir de la pensée. Ah non, peut-être j'avais encore une autre image tout à fait différente à vous montrer. Voilà, ça c'est une photo prise par un de mes amis en avion au-dessus des îles Sanguinaires qui sont là. Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la physique, vous avez un magnifique phénomène de diffraction. Là, vous avez les vagues qui arrivent sur les îles Sanguinaires et qui, dans les trous entre les îles, vous font de superbes ondes circulaires. C'est absolument magnifique. Voilà, trêve d'images, passons aux idées. Et je vais me placer d'une certaine façon, peut-être pas dans la continuité de l'exposé de Pascal Bruckner ce matin, mais ce que j'ai à vous dire va traiter un peu des mêmes questions, quoique sur un mode qui ne sera pas complètement opposé au sien, mais relativement indépendant. Ma question, à laquelle je ne répondrai évidemment pas, c'est l'avenir de la pensée scientifique. Je dis bien de la pensée scientifique. La science n'est pas faite que de penser. Elle pense, elle expérimente, elle calcule, elle mesure et de temps en temps, elle pense. Pour vous persuader que la question se pose de son avenir, je me réfère à une citation d'un grand historien, Ernest Renan, qui en 1895 a publié un livre qui s'appelle « L'avenir de la science » et qui en fait reprend des idées relativement anciennes qu'il avait déjà mises sur le papier au milieu du XIXe siècle, mais qu'il publie très peu de temps avant sa mort. Il écrit ceci, entre autres,
C'est en fait une apologie de la science, et même un des pinacles de l'idéologie scientiste du XIXe siècle. Je cite, « La science étant un des éléments vrais de l'humanité, elle est indépendante de toute forme sociale et éternelle comme la nature humaine. » Fin de citation. Vous voyez déjà que la fin de la phrase pose problème, parce que sommes-nous sûrs que la nature humaine soit éternelle? Plus vraiment, manifestement. Donc la science ne le serait pas non plus. Un peu plus loin, il écrit, pour montrer jusqu'à quel point sa confiance absolue dans la science va loin, « Organiser scientifiquement l'humanité », ce qu'il écrit en capital dans son texte, « organiser scientifiquement l'humanité, tel est le dernier mot de la science moderne, telle est son audacieuse mais légitime prétention. » Je crois qu'aujourd'hui, personne n'oserait écrire ça. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas des gens qui le pensent encore, mais c'est difficile, évidemment, à énoncer sous cette forme-là. Alors, c'est un peu les idées que je voulais discuter. J'étais assez embarrassé pour développer un discours un peu explicite sur cette question, et j'ai eu une grande chance. Cette grande chance, c'est que j'ai reçu communication d'un document absolument exceptionnel qui m'est parvenu en provenance de l'avenir, justement, dont nous discutons, à travers une faille temporelle momentanée. Je sais bien que Marc Lachaiseret nous expliquera demain que ça n'existe pas, mais j'ai la preuve du contraire ici. J'ai reçu un jour sur mon ordinateur un texte que je vais me borner à vous lire, parce qu'il vous dira ce qu'il en est de l'avenir de l'humanité. Ce texte est en fait un extrait d'un ouvrage collectif qui s'appelle « Introduction à l'histoire des sciences » et qui a été publié aux presses universitaires de Tombouctou en 2213. C'est un ouvrage didactique et donc je m'excuse par avance pour le ton quelque peu professoral de ce manuel qui apparemment, ton professoral, était toujours en vigueur au XXIIIe siècle. Je voudrais simplement vous lire le chapitre 9, qui s'appelle « Le XXIe siècle, déchéance et renaissance ». Cela commence par un résumé du chapitre précédent, chapitre 8, qui portait sur le XXe siècle. Je lis. « Nous avons vu que le XXe siècle connut un développement remarquable des sciences de la nature. Tant les sciences physiques du microcosme, des atomes aux noyaux et aux quarks, que celles du macrocosme, des systèmes stellaires aux galaxies, aux quasars et à l'univers lui-même, sans oublier celles du mésocosme, état nouveau de la matière, dynamique des fluides, firent d'immenses progrès. Il en alla de même des sciences de la vie, en ce qui concerne aussi bien la génétique, à l'échelle moléculaire entre autres, que l'évolution des êtres vivants. Nous avons déjà noté cependant, dans le chapitre précédent, que la plupart des avancées fondamentales, traduisant de véritables ruptures épistémologiques, furent essentiellement l'œuvre de la première moitié du XXe siècle. Théorie de la relativité, théorie quantique, découverte du code génétique, théorie de l'information. La seconde moitié du XXe siècle, quant à elle, vit une extension sans précédent des technologies fondées sur ces nouvelles connaissances scientifiques. En témoigne l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins d'abord militaires puis civiles, la micro puis nano-électronique, la photonique, laser, les synthèses chimiques contrôlées, l'informatique et les télécommunications, les traitements médicaux antibiotiques puis antiviraux, le clonage des mammifères supérieurs, etc. Cependant, prenant place dans une société régie par une économie de marché, alors là, dans le texte que j'ai reçu, il y a un petit astérisque, un renvoi de note, qui renvoie à la note suivante, astérisque, qui signale, qui est à côté du mot marché, et la note dit ceci: nous signalons par un astérisque des termes aujourd'hui peu compréhensibles, pour l'explication desquels il est recommandé de se reporter aux ouvrages d'histoire générale de l'économie. Dans la suite, chaque fois que je rencontrerai cette petite astérisque, au lieu de vous relire la note, je la signalerai par un petit signal. On l'entend, oui. Donc, cependant, prenant place dans une société régie par une économie de marché de moins en moins régulée, ces techniques se virent de plus en plus assujetties à la loi du profit. Du coup, les institutions scientifiques furent progressivement orientées vers des objectifs économiques privés visant la rentabilité
à court terme, au détriment des démarches de recherche d'intérêt général, ouvertes et non finalisées. Les sciences sociales et humaines, parallèlement, se virent progressivement orientées vers la réponse à des demandes pratiques en matière de communication, comme on appelait à l'époque la publicité et la propagande, de gestion commerciale, d'organisation sociale, de contrôle politique. Les ambitions intellectuelles des sociologues et anthropologues des années 1950 à 1980 furent tournées en dérision et leurs travaux progressivement relégués au rang d'antiquité culturelle. C'était donc le résumé du chapitre 8 sur le XXe siècle. Le début du XXIe siècle. La marchandisation du savoir s'intensifia. Les grandes multinationales industrielles, électronique, informatique, pharmacie, pétrochimie, agrochimie, armement, et les institutions militaires prirent une importance majeure dans le financement de la recherche scientifique, que ce soit au sein de leurs propres laboratoires ou en finançant sur contrat les laboratoires publics. Amplifiant un mouvement qui trouvait son origine dans le projet Manhattan de fabrication de l'arme nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale, l'organisation même de la recherche scientifique se vit de plus en plus calquée sur le modèle de la production industrielle, avec les contraintes de compétitivité et de productivité y afférents. Une part majoritaire et toujours croissante de l'activité scientifique fut consacrée à des applications techniques capables d'alimenter l'économie de marché et la politique de puissance. Les recherches portant sur les questions fondamentales ouvertes furent progressivement réduites à la portion congrue. Ainsi, la physique de la constitution de la matière au niveau subnucléaire connut-elle son champ du cygne en 2012 avec la découverte du boson de Higgs. Le coût des appareillages, la lourdeur de leur organisation collective et l'absence de perspectives utilitaires menèrent vers 2020 à la fermeture des grands accélérateurs de particules comme le LHC du CERN et à une quasi-mise en jachère de ce domaine. Les questions cosmologiques, comme la nature de la matière sombre, furent abandonnées et restèrent sans solution en raison de leur manque de perspectives technologiques et du prix des télescopes géants jugés prohibitifs dans l'atmosphère de crise économique chronique qui caractérisa les années 2010 à 2030. À la contrainte économique s'ajoutait d'ailleurs une butée épistémique. Les sophistications formelles des hypothèses proposées pour résoudre ces problèmes et l'impossibilité de les mettre à l'épreuve expérimentalement permettent avec le recul de les comparer aux théories astronomiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge qui, à l'aide de leurs épicycles déférents et autres écans, étaient capables de rendre compte des observations, sozein ta phenomena, en grec, sauver les apparences, comme disait l'historien des sciences Pierre Duhem, rendre compte des observations sans pour autant les expliquer. Dans les sciences de la vie, l'épigénétique, qui soulevait un immense intérêt dans les premières années du XXIe siècle, en promettant de dépasser les visions trop simplistes de la biologie moléculaire, se heurta très vite à des difficultés insurmontables en raison de la complexité des réseaux d'interaction chimiques mis en jeu. Il en alla de même pour les problèmes théoriques posés par le vieillissement, le cancer, le clonage, la morphogenèse, sans parler du fonctionnement cérébral, etc., où les recherches piétinèrent. La simulation informatique s'était constituée à la fin du XXe siècle en pratique scientifique de plein exercice, élargissant la traditionnelle dualité théorie-expérience en une véritable trialité épistémologique. Cependant, malgré le développement des ordinateurs quantiques, qui restèrent par ailleurs fort coûteuses et très fragiles, cette voie méthodologique ne répondit que très partiellement aux espoirs qu'elle avait suscités. Force fut de réaliser qu'une simulation numérique, même réussie, n'apportait par elle-même guère de compréhension conceptuelle. C'est d'ailleurs ce qu'avait anticipé un grand théoricien du milieu du XXe siècle, Eugen Wigner. Un de ses étudiants lui montrant avec fierté les résultats d'un calcul informatique en physique moléculaire qui reproduisait correctement les valeurs expérimentales, il commenta « Je suis content de savoir que l'ordinateur a compris le problème, mais j'aimerais le comprendre aussi. » Ainsi donc,
cessant petit à petit de produire des connaissances fondamentales nouvelles, les scientifiques furent amenés à se concentrer sur la seule mise en œuvre des savoirs acquis, dans la perspective d'applications techniques à court terme, améliorant leur efficacité, leur fiabilité et leur rentabilité, de façon à renouveler en permanence l'offre marchande de biens de consommation, téléphones, ordinateurs, voitures, télévisions, nutricaments, textiles, etc. Si certains secteurs, au premier chef les mathématiques pures, échappèrent à cet assujettissement, ce fut au prix d'un isolement croissant qui les enferma dans de véritables ghettos intellectuels. Les sciences sociales et humaines connurent une décadence parallèle. Le mouvement esquissé dans la section précédente s'intensifia, au point que la plupart des institutions de recherche fondamentale dans ces domaines furent tout simplement supprimées. L'enseignement de ces disciplines se vit essentiellement cantonné aux formations pratiques en matière de commerce et de gestion, dans une perspective purement utilitaire. Parallèlement à l'étiolement des activités de production des connaissances, la science fit l'objet d'une sérieuse perte de confiance au sein de la société. L'efficacité pratique de la technoscience du XXe siècle s'étant manifestée aussi bien par de réelles avancées dans le bien-être de l'humanité que par de graves menaces sur son avenir, l'idéologie scientiste, avec sa foi dans un progrès de la société mue par celui des sciences, perdit toute force de conviction. Les scientifiques avaient trop promis, et pas assez, ou mal, tenu leurs promesses pour que leur crédibilité reste intacte. Amplifièrent le désaveu d'insidieuses campagnes de dénigrement menées par les puissances économiques et industrielles dont la profonde dangerosité était révélée par des études scientifiques concernant par exemple le réchauffement climatique ou les méfaits de l'alimentation industrielle. Avec le recul dont nous disposons, on peut analyser cette période comme la fin d'une phase historique de 4 siècles, débutant avec la révolution scientifique du XVIIe, phase très particulière dans l'histoire des sciences et plus généralement des cultures, phase qui fut caractérisée par l'efficiente conjugaison de la volonté de comprendre le monde et du désir de le transformer. Le programme cartésien, citation, « devenir comme maîtres et possesseurs de la nature », fin de citation. Le programme cartésien, au demeurant, n'avait connu un début de réalisation qu'à la fin du XVIIIe siècle, pour se concrétiser enfin au XIXe et au XXe. Mais cette exceptionnelle confluence de la théoria et de la praxis se révéla instable, la seconde s'imposant à la première. La science, désormais source des nouvelles techniques, se trouva prisonnière de leurs promesses, de ses promesses, et sommée de les tenir sans délai. Devenue technoscience, elle fut ainsi progressivement privée de son ambition proprement intellectuelle au profit de son efficacité matérielle et, d'une certaine façon, disparut en tant que telle, ou tout au moins entra dans une période de latence. Bien que cela apparût à l'époque comme une surprise incompréhensible aux turiféraires d'une science qu'ils étaient venus à considérer comme universelle et éternelle, ce n'était au fond là qu'un nouvel épisode d'une longue histoire faite de telles éclipses et réapparitions. Pour ne prendre que 2 exemples majeurs, la science grecque s'était éteinte après Alexandrie et la science arabo-islamique avait périclité au XIIIe siècle avant que l'Europe ne reprenne le flambeau au XVIIe siècle. Deuxième section, le milieu du XXIe siècle. Cette section ne peut être que très brève. L'effondrement, voire rappel en encadré, nous allons y venir, mit simplement fin à toute activité scientifique collective sur la surface du globe, comme à tant d'autres pratiques sociales. L'extermination d'une grande partie de la population n'épargna pas les scientifiques, les institutions s'écroulèrent, les installations furent ravagées, et une bonne partie des connaissances accumulées dans les bibliothèques, physiques ou numériques, disparut à tout jamais. Alors, rappel, c'est en encadré, l'effondrement, avec un E en capital, l'effondrement, 2040-2060. Bien que, en ce début de XXIIIe siècle, l'effondrement constitue la pierre angulaire de notre mémoire historique présente, rappelons l'essentiel des événements. À partir de 2020,
le réchauffement climatique amorcé à la fin du XXe siècle connut une accélération dramatique. La production agricole des zones tempérées chuta, menaçant les nations les plus développées d'une disette générale. Les États-Unis, alors dirigés par des néoconservateurs garants des intérêts du complexe militaro-industriel, se lancèrent unilatéralement dans de vastes opérations de géo-ingénierie, créant un écran d'aérosols soufrés dans la haute atmosphère aux fins d'atténuer le rayonnement solaire. Après quelques succès initiaux, les effets de cette manipulation d'échelle planétaire se révélèrent catastrophiques, supprimant la mousson asiatique et aggravant la catastrophe agricole et la crise économique générale. Les tensions sociales s'exacerbèrent et des gouvernements autoritaires et populistes prirent le pouvoir dans la plupart des grandes nations, dérivant la colère des populations vers un nationalisme militariste agressif. C'est sur ce fond d'instabilité qu'en 2040, l'essai par l'Iran d'une fusée à tête thermonucléaire connut un échec dramatique. Le missile, au lieu de s'abîmer en pleine mer, acheva sa course non loin de Karachi, qui fut immédiatement anéanti par l'explosion. Croyant à une attaque indienne, le Pakistan répondit immédiatement en envoyant une dizaine de ses propres fusées qui détruisirent les plus grandes villes du pays, Mumbai, New Delhi, Calcutta, Madras, etc. En représailles, l'Inde arrosa le Pakistan. En l'espace de quelques heures, les alliances militaires avérées ou secrètes généralisèrent le conflit, qui opposa les États islamiques soutenus par la Chine d'un côté et l'Inde associée à la Russie de l'autre. L'informatisation des dispositifs militaires de détection et de riposte ne laissa place à nulle intervention humaine. Les échanges thermonucléaires croisés, qui prirent fin lorsque les stocks de quelques centaines de bombes disponibles de part et d'autre furent épuisés, se virent relayés, toujours automatiquement, par les armes biologiques. Anthrax, peste et autres maladies infectieuses foudroyantes s'abattirent sur ce qui restait des populations. La guerre s'acheva au bout de quelques jours à peine, faute de combattants. Mais les retombées radioactives dispersées par les vents firent rapidement le tour de la Terre, atteignant successivement d'abord l'Europe et le Japon, puis les États-Unis et le Mexique. Au bout de quelques semaines, les survivants, environ la moitié de la population de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord, furent en proie aux épidémies déclenchées par les armes bactériologiques. Les énormes quantités de poussière envoyées dans la haute atmosphère par les explosions entraînèrent de plus un dramatique changement climatique inversé, l'hiver nucléaire. De larges portions du territoire étaient devenues inhabitables et les rescapés survivaient dans des conditions misérables au sein d'îlots dispersés. L'hémisphère sud crut pouvoir échapper au désastre et pendant une brève période, l'Afrique et l'Amérique du Sud pensèrent leur heure de puissance venue. Mais au bout de quelques années, des mouvements migratoires intenses, malgré la précarité des moyens de transport disponibles, entraînèrent vers les terres d'un sud plus prometteur de grandes masses des misérables populations restantes du Nord, chinoises en particulier, bouleversant les équilibres démographiques et culturels. La réaction des populations locales déstabilisa les institutions étatiques et entraîna, via des conflits localisés mais innombrables, un chaos généralisé. Après 2 décennies, le Sud, quoique moins dépeuplé, se trouvait aussi dévasté que le Nord. L'humanité, ou ce qui en restait, se réorganisa petit à petit sur la base de communautés régionales autonomes, comprenant entre quelques milliers et quelques centaines de milliers de membres, relativement isolées les unes des autres en raison des zones inhabitables qui les séparaient. Elles parvinrent progressivement à renouer des liens, sans que jamais se recomposent des entités de la taille des anciennes nations. Ainsi se constitua ce qui, aujourd'hui encore, plus d'1 siècle et demi après l'effondrement, est la forme qu'a prise la communauté humaine, le réseau, constitué d'entités en général sans frontières communes et sans aucune institution centralisée. L'autonomie de ces multiples communautés garantit la stabilité du réseau grâce à une tolérance mutuelle fondée sur l'absence de conflits d'intérêts et les bienfaits d'échanges entre des collectivités aux ressources limitées, mais diverses et complémentaires. C'est là que s'arrête cet encadré de rappel. Et la section suivante nous parle de la fin du XXIe siècle. Dans un certain nombre des communautés émergentes,
parmi les moins précaires et qui comptaient parmi leurs membres des rescapés des anciennes professions intellectuelles, se manifesta un retour d'intérêt pour la connaissance théorique, la spéculation intellectuelle et en particulier les questions scientifiques. Des collectes de livres et revues épargnés permirent de reconstituer une partie des bibliothèques d'avant l'effondrement. Notons que la documentation électronique, pour sa part, bien qu'elle ait été au début du XXIe siècle surabondante et hégémonique, se trouvera presque complètement perdue. La plupart des ordinateurs n'avaient pas résisté aux radiations et les banques de données et leurs réseaux de communication encore moins. De petits groupes d'études et de formations diversifiées se constituèrent, regroupant autour des vétérans des jeunes gens avides de connaissances, sur des modes assez semblables aux écoles de l'Antiquité, l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, ou au Cénacle de la Renaissance. Mais leurs activités, pourtant modestes, soulevèrent d'emblée une grande suspicion et rencontrèrent une vive hostilité. La plupart des citoyens considéraient comme une aberration morale la perspective d'une reprise des recherches qui, en permettant la mise au point des armes de destruction massive, avait apporté une contribution essentielle à l'effondrement. Prenant acte de cette méfiance, les académies nouvelles se firent un devoir d'accompagner leurs travaux d'une profonde réflexion éthique et politique. Se penchant sur l'histoire des sciences au XXe siècle, les protagonistes du renouveau comprirent l'enchaînement fatal qui avait, comme nous l'avons vu, transformé la science en technoscience et assujetti le désir de savoir à la volonté de pouvoir, soumettant la théoria à la praxis. Certes, les nouvelles conditions d'organisation décentralisée d'une humanité désormais désarmée et les modalités d'échange non marchands ne laissaient plus place à la mainmise de puissances militaires et économiques sur la connaissance. Le risque existait pourtant qu'un redéploiement des sciences naturelles ne ravive le projet prométhéen et les formes d'organisation sociale qu'il avait concrétisées, reproduisant in fine ces catastrophiques effets pervers. Aussi, les quêteurs, ainsi que l'on désigna ces nouveaux chercheurs, se convainquirent-ils rapidement qu'avant de relancer les sciences de la nature, il leur fallait remettre en chantier les sciences de l'homme et de la société, de la nouvelle société. On assista ainsi à un renversement de l'ancienne hiérarchie des disciplines. Les sciences de l'homme, rassemblant sociologie, ethnologie, anthropologie, psychologie, etc., prenant l'ascendant sur les sciences de la nature, astronomie, physique, biologie, etc., et s'appuyant sur un solide soubassement philosophique et culturel. Cette démarche, en vérité, avait été annoncée par l'un des grands créateurs du siècle précédent, Bertolt Brecht, qui, dès 1939, avait prophétiquement écrit, citation, « Plus nous arrachons de choses à la nature, grâce à l'organisation du travail, aux grandes découvertes et inventions, plus nous tombons, semble-t-il, dans l'insécurité de l'existence. Ce n'est pas nous qui dominons les choses, dirait-on, mais les choses qui nous dominent. Or, cette apparence tient à ce que certains hommes, par l'intermédiaire des choses, dominent d'autres hommes. Nous ne serons libérés des puissances naturelles que lorsque nous serons libérés de la violence des hommes. Si nous voulons profiter en tant qu'hommes de notre connaissance de la nature, il nous faut ajouter à notre connaissance de la nature la connaissance de la société humaine. » Fin de citation. Le développement d'une autoréflexivité permanente permit aux quêteurs de prendre conscience des limites épistémologiques des anciennes disciplines de pointe, en cosmologie, en physique subnucléaire, en biologie subcellulaire, restés myopes sur leurs carences conceptuelles. Emportés par une technicité de plus en plus sophistiquée, en ce qui concerne tant le formalisme mathématique que leurs procédures expérimentales, ces sciences en étaient arrivées à négliger toute réflexion critique sur leurs notions et leurs formulations. En témoignait assez le vocabulaire inadapté qu'elles avaient adopté pour leurs dernières avancées. Des termes comme relativité, principe d'incertitude, chaos déterministe, Big Bang, inflation, matière noire, ambiguïté
que s'imposa une refonte linguistique, et par-delà conceptuelle, analogue à celle qu'en leur temps avaient mené à bien pour les sciences classiques les Linné, les Lavoisier, etc., mais à beaucoup plus grande échelle. Ce projet se déroula collectivement, fédérant les groupes de quêteurs jusque-là épars en une communauté souple et ouverte. Les discussions furent longues et ardues. On finit par se mettre d'accord sur une solution radicale. Afin de ne privilégier aucune des langues autrefois dominantes dans le champ scientifique, il fut décidé d'adopter pour les nouvelles terminologies une écriture universelle utilisant les idéogrammes chinois, permettant leur verbalisation dans n'importe quelle langue commune. La forte proportion des chercheurs d'origine asiatique ne fut évidemment pas étrangère à ce choix. Cette grande réforme linguistique eut des effets rapides sur la diffusion et l'avancement des sciences de la nature. On s'aperçut en effet que parmi les résultats des recherches du XXe siècle et même antérieurs, nombre d'indices étaient restés inexploités. Ainsi, l'histoire des sciences, loin de constituer un simple enregistrement mémorial du passé, fut à même de jouer un rôle actif dans la production des savoirs nouveaux. Parallèlement, les quêteurs se rendirent compte que le développement au cours du XXe siècle d'un corps social de chercheurs scientifiques chargés uniquement de produire du savoir nouveau, sans avoir nécessairement à le réfléchir et à le partager, avait joué un rôle certain dans la décadence du début du XXIe siècle. Aussi, partant du principe que l'on ne peut bien comprendre que ce que l'on peut transmettre, et réciproquement, les quêteurs se firent-ils une obligation de mener de pair activité de production et de partage des connaissances. Dans cette même perspective, ils comprirent que le renouveau de la science exigeait sa remise en culture et son ressourcement au fond des arts et des lettres, en tenant compte, au surplus, de la diversité des traditions civilisationnelles qui avaient survécu à l'effondrement. Nous verrons dans le prochain chapitre comment put se développer cette nouvelle science au XXIe siècle. Mais je n'ai pas reçu le nouveau chapitre. Excusez-moi. Impressionnant. C'est une fiction bien sombre, terrible. Non. Mais elle nous vient d'où? Ça s'arrange à la fin. Oui, mais elle nous vient d'où? De mon imaginaire. De l'imaginaire de Jean-Marc Lévy-Leblanc. Alors, qu'est-ce qu'a voulu... J'ai d'autres scénarios. Voilà. J'aurais pu vous en faire des plus tristes, des plus gais. Bon, Bernard Werber, qui est là parmi nous ce soir, je pense, a écouté attentivement. Il a pris toutes ses notes. Ne vous étonnez pas si dans le quatrième tome de la troisième humanité, on retrouve l'histoire de Jean-Marc Lévy-Leblanc. Pourquoi ce texte? Pourquoi avoir éprouvé l'envie, le besoin de faire ce texte, de le lire pour évoquer la pensée scientifique a-t-elle un futur? J'imagine que là maintenant vous allez rebondir, bien évidemment. Si vous voulez, ce que je crois désormais, c'est que l'argumentation théorique, l'analyse purement conceptuelle ne nous suffit plus. Elle est absolument nécessaire. Il faut s'y livrer au niveau de la philosophie, de l'histoire, etc. Mais il est clair qu'elle ne suffit plus à nous permettre, nous, je dis nous les professionnels, ceux qui sont payés pour penser, penseurs d'avenir et très ambitieux, je ne suis pas sûr que nous puissions penser l'avenir, nous contentons de penser, et difficilement le passé, peut-être un peu le présent. Cela ne nous suffit pas vraiment à nous expliquer. Et je crois, c'est un peu ce que j'essaye de dire dans la toute dernière phrase, je crois que le rapport désormais extrêmement distendu entre l'activité scientifique d'un côté et les activités que nous appelons culturelles, les arts plastiques, la littérature, la musique, le cinéma, le théâtre, etc., que cette distension est absolument néfaste. Et que la fiction a un rôle absolument essentiel dans le partage des idées et dans la capacité à discuter un certain nombre d'idées. Voilà, c'est ça un peu la source de l'idée qui m'a amené à écrire un texte qui n'était pas un texte de pure analyse, mais un texte de fiction qui s'assume comme tel. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez le sentiment que la science, les scientifiques, les chercheurs avancent un petit peu le nez dans le guidon?
c'est pas un sentiment, c'est une certitude. C'est une certitude, c'est-à-dire que la transformation des métiers scientifiques depuis quelques décennies, sous l'emprise des nouvelles formes d'organisation, dont j'ai parlé dans ce texte, exerce sur la plupart des chercheurs une pression telle, dont ils ne sont pas responsables, dont ils sont d'une certaine façon les premières victimes, qu'ils sont pris dans une course effrénée à la productivité, à la compétitivité, et qu'on a beau leur dire « mais oui, votre tâche maintenant, c'est aussi de partager votre savoir, de contribuer au développement de la culture scientifique et technique », ça ne marche pas, soyons honnêtes. J'admire les efforts consacrés à la fois par certains individus et par des institutions comme Universcience dont nous parlons hier, mais nous sommes très très loin de compte. Le fait est que les chercheurs scientifiques aujourd'hui ne sont ni formés ni évalués par rapport à cette fonction-là. Donc vous déplorez le défect de la réflexivité dans l'activité scientifique. Absolument. Est-ce que vous pensez que c'est indispensable si on veut continuer à faire de la science? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'introduire à partir de l'épistémologie, à partir d'une réflexion sur ce qui s'est fait, sur ce qui pourrait se faire, de l'introduire par exemple dans des programmes d'enseignement scientifique? J'en suis personnellement absolument convaincu. Tout dépend évidemment de ce qu'on appelle science. Si on se contente de la science telle qu'elle est implicitement conçue et présentée aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui permet de fabriquer des micros, des ordinateurs, des téléphones portables, mais qui pour moi est essentiellement de la technique, vous remarquerez quand même que la plupart de ces objets de haute technologie reposent en vérité sur des fondements scientifiques qui ont largement un demi-siècle, je l'ai dit aussi. C'est un petit peu ce que disait Joël Desrené, les innovations sont finalement pas forcément des innovations, ce sont des enchaînements quasi logiques de progrès technologiques qui s'enchaînent les uns les autres, parfois même entassés dans les tiroirs, on les sort quand on en a besoin, quand commercialement ça va rapporter. Voilà, ce sont des innovations technologiques, mais il y a eu très peu, au fil des dernières décennies, je ne vais pas forcer la dose, mais il y a eu extrêmement peu de véritables inventions intellectuelles qui aient bouleversé nos cadres de pensée. Il se pourrait que ça soit dû au fait que les problèmes que nous nous posons aujourd'hui soient extrêmement difficiles, ce qui est la réalité. Comprendre ce qu'est l'énergie noire, résoudre les problèmes de l'épigénétique, peut-être que c'est trop difficile pour nos moyens intellectuels et matériels présents. Je ne peux pas pourtant me défendre de l'idée qu'une part des causes de cette relative stagnation au niveau fondamental est due précisément au manque de réflexivité des scientifiques eux-mêmes et à la pression de productivité effrénée qui pèse sur eux. Donc ça c'est le constat, c'est ce que vous dites. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à vos collègues scientifiques aujourd'hui? Relevez la tête du guidon, ouvrez la voie, dites exactement non, nous ne voulons pas de ça. Je pense qu'il est... Je suis pessimiste, comme vous avez pu le comprendre, sur le court et le moyen terme, beaucoup moins sur le long terme. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, il soit possible de réformer de façon suffisamment profonde les institutions telles qu'elles existent. On peut les améliorer. Je pense qu'en vérité, la clé de l'avenir, elle est dans notre capacité extrêmement douteuse pour l'instant, mais qui sait, à réformer la façon dont nous préparons et formons les jeunes générations. Les jeunes générations. À ce niveau-là que les choses doivent se jouer. C'est-à-dire, tant que nous ne sommes pas capables de présenter les sciences, de partager le savoir scientifique avec les jeunes. Quand je parle des jeunes ici, c'est pas les étudiants, c'est les gamins des écoles, des collèges, des lycées. Tant que nous ne sommes pas capables de le faire d'une autre façon que nous le faisons aujourd'hui, je ne pense que nous ne changerons pas grand-chose. Par exemple, former des scientifiques à coups d'école préparatoire, à coups de concours, et dans les épreuves proposées, on a des QCM. Des QCM, ça veut dire qu'on coche des cases. Oui, exactement. On voit bien que la connaissance est elle-même réduite à un niveau de pur code formalisé, qui n'exige aucune pensée, aucune réflexion. Néanmoins, si ce ne sont pas les chercheurs eux-mêmes qui disent on va dans la mauvaise direction,
il ne faut rien attendre, à mon sens, des conseillers pédagogiques ou des politiques eux-mêmes. Est-ce que vous sentez un frémissement dans la communauté scientifique pour dire « nous n'allons pas dans la bonne direction, nous souhaiterions vous donner notre idée de ce que pourrait être un enseignement scientifique correct et un enseignement dans la recherche correcte ». Alors, pour ne pas être trop pessimiste, je dirais qu'il y a des expériences, des tentatives en ce sens, comme par exemple tout le développement des opérations de main à la pâte que Charpak et Pierre Léna avaient initié, oui. Pierre Léna avait développé voici quelques années, mais qui me semble encore à l'heure actuelle à un niveau extrêmement expérimental. Au passage, d'ailleurs, je voudrais faire une remarque sur la main à la pâte, c'est-à-dire que c'est une tentative pédagogique extrêmement intéressante dans la mesure où elle amène à demander ou à pousser les enfants à manipuler, à toucher le monde. Je crains cependant qu'on néglige une dimension non moins essentielle, qui est de faire appel à leur capacité de penser. Je dirais qu'à la main à la pâte, il faudrait ajouter, si j'ose, une tête à la pâte. Les enfants, y compris très jeunes, ont des véritables inclinations métaphysiques. La question de l'infini, par exemple, se pose dès 6-7 ans. Et on peut faire réfléchir sur des questions extrêmement profondes des enfants fort jeunes. Vous-même, dans votre parcours de physicien, puisque vous avez enseigné la physique, et puis la physique dans les départements de physique, de philosophie, de la communication. La communication, je n'ai pas trop compris pour ce que ça recoupe exactement. Si, je précise, il s'agit d'un cas très particulier. Il se trouve qu'il y a à Nice, comme dans 5 ou 6 villes de France, un master en communication scientifique qui forme de futurs journalistes scientifiques, médiateurs, cadres des musées et centres de culture scientifique. Et donc ces gens-là, qui en général ne sont pas nécessairement scientifiques de formation, ont besoin qu'on leur apporte une vision de la science un peu différente. Et pour ce qui concerne votre propre carrière de chercheur, de scientifique, vous avez commencé à prendre ce recul par rapport à vos collègues et par rapport à la façon dont vos collègues appréhendaient la recherche scientifique. Ça s'est passé assez tôt, ça s'est passé sur le tard, c'est un repentir tardif ou bien une prise de conscience très précoce? Pas le moins du monde. En fait, ça s'est passé de façon inverse. C'est-à-dire que je ne me suis pas, ni sur le tôt ni sur le tard, persuadé qu'il fallait... Pour faire de la bonne science, il fallait faire autre chose que de la science. En vérité, j'ai choisi la science plutôt par défaut. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, vraiment tout m'intéressait. Et puis à un moment où il faut choisir, il se trouve que j'ai choisi de faire de la physique, de la science. Pour tout vous avouer, je crois que j'ai choisi ça parce que j'ai trouvé que c'était plus facile que de faire de la philosophie. Ben voyons. Non, sérieusement, je le dis sans aucune... je le dis très très sérieusement. Faire de la physique, faire des mathématiques, ça... exige une certaine virtuosité technique. Il faut travailler, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est à mon avis d'un ordre de difficulté mentale très inférieur à la pensée philosophique ou à la création littéraire. Donc, à la limite, c'est par paresse que j'ai fait de la science, mais que j'ai jamais voulu abandonner mes autres intérêts. Enfin, toujours est-il que le paresseux que vous êtes n'a pas cessé d'écrire, justement, pour mettre en garde non seulement les générations montantes, mais ses propres collègues. Quelle a été la réaction de vos collègues au sein de la communauté des chercheurs? C'est à eux qu'il faut le demander. Nous allons poser la question. Est-ce que dans le public, il y a des questions? Là, j'ai du mal à vous voir parce que je suis un peu contre-jour. Donc Cyril va m'aider. Si on peut allumer, par contre, avant. Oui, ça serait bien. On devrait allumer le. Ça serait bien. On devrait allumer le patio. Oui, tout à fait. S'il vous plaît. Oui, Paul Jorion. Je voudrais d'abord. Je te vois pas, Paul. Il faut allumer le patio. Il faut allumer parce que ça va être très désagréable pour nous. D'accord. Je vais me mettre debout. Je vais me lever. Bon. Voilà, Paul Jorion. Oui. Jean-Noël, je voudrais d'abord te rassurer sur le fait que les sentiments qui sont exprimés ce soir, ici, sont partagés. Ce n'est pas une vision, je dirais, excentrique par rapport à ce que la science est en ce moment.
Moi, j'ai écrit un ouvrage qui n'était pas un ouvrage de prospective de la science, qui s'appelle « Comment la vérité et la réalité furent inventées ». C'est exactement dans la même ligne. Ça part des sociétés qu'on appelle les sociétés primitives, la réflexion qui démarre là, ça passe par l'Antiquité, par le début de la science moderne, mais c'est, je dirais, la soudure entre ce que j'ai écrit dans cet ouvrage et ce qui est dit ce soir, et elle est parfaite, elle est complète. Quand Marc dit qu'il aurait pu écrire d'autres scénarios, je crois que sur le fait qu'une bombe envoyée par des Iraniens tombant sur Karachi serait tombée plutôt sur une autre ville, je crois que c'est ça qu'il veut dire. Mais il me semble, et il va le confirmer ou non, qu'il n'aurait pas pu écrire un autre scénario qu'il a écrit ce soir. Dans l'état de nos connaissances sur ce qui s'est passé dans l'histoire de la science et de la technologie, dont il a très bien souligné que leurs rapports, ce ne sont pas des rapports, que la technologie, ce n'est pas nécessairement de la science appliquée, comme on le dit parfois, que ce sont deux histoires qui sont en complémentarité, mais qui ne sont pas les mêmes histoires. À mon sens, il n'y a pas d'autre scénario possible que celui, malheureusement, qu'il a décrit ce soir. On démarre fort, je trouve. Je ne sais pas si on va passer une bonne nuit, mais on démarre fort. On ne peut pas allumer, j'en ai... Oui, il faudrait, ça va monter tout doucement, Jean-Marc. Ah bon. Voilà, tout doucement. Et là, on commence à distinguer le public. Oui. Merci. Bonsoir, monsieur Lévy-Leblanc. J'ai pas pu m'empêcher de constater dans votre fiction, votre récit, une ressemblance entre la structure du XXIe siècle que vous décrivez et celle, historiquement parlant, celle du XXe siècle, c'est-à-dire cette idée de tension sociale, de tension politique, une montée des nationalismes, puis une situation de conflit, une destruction, l'effondrement, vous l'appelez l'effondrement, qui donne ensuite lieu à une situation de renaissance, de renouveau. Peut-être que c'est un modèle applicable à l'histoire avant ça, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que... quel est votre point de vue? Est-ce que vous pensez que l'histoire est plus ou moins condamnée à se répéter de façon cyclique? Ou est-ce qu'il est, selon vous, possible qu'un groupe d'humains, à un moment donné, regarde dans le passé, regarde quelles pourraient être les erreurs, les comportements qui ont déboucher sur une éventuelle catastrophe, qui puisse les regarder en face, décider que c'est ceux-ci qui ont été problématiques, décider que ces aspects précis de l'humanité ont été défavorables et d'avoir la volonté de les corriger? Un sursaut. Est-ce qu'on est dans le fatalisme, finalement? J'espère que ce n'est pas l'impression que j'ai donnée. D'abord, je ne suis ni historien, ni sociologue, ni devin, et donc je vous ai bien dit, c'est une fiction, ce n'est nullement une prédiction. Je m'en garderai bien. Évidemment, il y a dans ce que j'ai écrit, j'ai dit que, en tout cas en ce qui me concerne, je ne suis certainement pas un penseur d'avenir, je suis quelqu'un qui manque terriblement d'imagination par ailleurs. Donc clairement, ce que je peux écrire est nourri de ce que je sais du passé, c'est idiot de le nier. Il me semble cependant que dans l'histoire telle que l'histoire possible, tel que je l'ai dessiné, on n'est pas dans une simple répétition. D'abord parce que cet effondrement que je décris est bien plus catastrophique que ce que nous avons connu jusqu'à présent, et ensuite que ce qui émerge, alors c'est là que je vire de bord et que je bascule dans ce qu'on pourrait peut-être me reprocher de devenir tout d'un coup naïvement optimiste. La société que j'esquisse est extrêmement différente de celles qui ont existé, puisqu'elle ne connaît plus d'État-nation, qu'elle est constituée de communautés extrêmement diverses par leur taille, par leur fonctionnement, par leur nature.
Et donc c'est un modèle inexistant pour l'instant, sauf si on recule peut-être très loin dans l'histoire et dans d'autres zones géographiques. Donc non, je ne suis pas fataliste, je ne crois pas que nous sommes indéfiniment appelés à répéter les mêmes erreurs. Je pense plutôt que nous sommes plausiblement sur le point de commettre les pires que nous n'avons jamais connus. Et peut-être, après cela, espérons que nous en commettrons moins. Allez-y, des bras qui se lèvent. Monsieur, merci pour votre récit. Voici ma question. Quel rapport on pourrait voir entre la recherche, l'imaginaire et la citoyenneté? Merci. Alors, il me semble assez simple de répondre sur le premier couple, dans la mesure où je crois qu'il n'y a aucune frontière entre recherche scientifique ou pas scientifique. Il n'y a pas que les scientifiques qui cherchent. Il n'y a aucune frontière entre une activité de recherche, quelle qu'elle soit, et la composante imaginaire de la mentalité humaine. Tout chercheur est mu par son imaginaire. La seule spécificité de la science, peut-être, c'est de restreindre ces questions de telle façon qu'elle puisse y apporter des réponses à peu près fiables. Mais évidemment, ces réponses ne sont pas prédéterminées. La voie pour y accéder ne l'est pas plus. Contrairement à ce qu'on a longtemps prétendu, en particulier dans ce 19e siècle typiquement scientiste, il n'y a pas, je prends toute ma responsabilité en affirmant ça devant vous, il n'y a rien qui puisse s'appeler la méthode scientifique au singulier avec un grand M. Toute innovation scientifique de quelque envergure se fait quand précisément on rompt avec les méthodologies précédentes. Donc il est illusoire de penser que la science puisse se résumer à une activité strictement méthodique, et heureusement, parce que sinon elle n'aurait guère d'intérêt. Donc que l'imaginaire ait sa place dans la recherche scientifique, où il demande à être canalisé, contrôlé, dompté, cela me paraît clair, et encore une fois, il me semble que cela n'a rien de spécifique du côté de la science. Je pense que n'importe quel créateur littéraire ou artistique pourrait en dire autant. La question de la citoyenneté est beaucoup plus difficile. Et elle est au cœur, précisément, des problèmes que nous affrontons aujourd'hui. Parce que ce qui est en filigrane dans la petite histoire que je vous ai racontée, c'est effectivement le poids que le développement technique, qui est fondé sur des innovations scientifiques depuis peu de temps, je le répète parce que c'est important. Il ne faut pas croire que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire un couplage très étroit entre science et technique, au point que l'on parle couramment en histoire des sciences aujourd'hui de technosciences, il ne faut pas croire que c'est consubstantiel. Au contraire, pendant l'immense majorité de l'histoire de l'humanité, technique et science ont été complètement séparées. La technique a toujours existé, elle est consubstantielle à l'humanité, peut-être même un peu avant. Vous savez que nos ancêtres primates, les chimpanzés, c'est une des grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, ça. Il y a de la de la préculture technique chez les grands sages. La science, en tant qu'activité formalisée, méthodique de connaissance, elle est très tardive dans l'histoire de l'humanité. Elle ne peut, à mon avis, commencer à se développer sous des formes que nous reconnaîtrions pour telles qu'à partir du moment où apparaît, entre autres, l'écriture, la capacité de fixer des concepts extrêmement abstraits. Donc vous voyez que d'un côté vous avez des millions d'années, de l'autre côté vous en avez quelques milliers. Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis que cette science, quelques milliers d'années, je ne discuterai pas ici de savoir si ça commence chez les Babyloniens avec l'astronomie ou chez les Grecs avec les mathématiques, peu importe, quelques milliers d'années, je répète, n'a que infiniment peu de rapport avec la technique dans ses débuts. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes qui les font. Replacez-vous dans la cité grecque, qui
créer des mathématiques extrêmement sophistiquées qui vont servir de modèle pendant très longtemps. Que sont les mathématiciens? Essentiellement des penseurs, des philosophes. Vous savez bien ce qui est écrit au fronton de l'Académie de Platon, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et la mathématique est en fait un modèle réduit de la philosophie. C'est un mode de pensée dans lequel on peut démontrer la validité, la vérité d'une assertion. C'est formidable, ça. Ça ne s'applique que dans un contexte très limité. Rien à voir avec la technique. Pourquoi? Parce que la technique, c'est les esclaves. Les gens qui pensent, les philosophes et les mathématiciens, c'est des hommes libres qui gardent soigneusement les mains dans les poches de leur toge. On ne touche à rien. Et vous savez bien les mots extrêmement dépréciatifs qu'a Platon à l'égard des artisans. Ce sont des couches ignobles, serviles au sens propre du terme. Et donc les hommes libres pensent, mais ne font pas. Et de leur côté, les esclaves, 90% de la population quand même, sont ceux qui font, mais qui ne lisent pas. Ils n'ont pas besoin des théorèmes d'Euclide, ils savent faire. Il faudra attendre très longtemps avant que la confluence se fasse, d'abord au niveau intellectuel, au niveau des idées. C'est le programme de la post-Renaissance, c'est le programme cartésien. Grâce à la science, nous deviendrons. Le programme de Bacon, Knowledge is Power. Puis ce programme mettra encore presque 2 siècles à se réaliser. Donc ça ne fait que à peine 2 siècles que nous vivons dans ce monde où science et technique ont partie liées. Il faut bien comprendre ça. Nous n'avons pas une longue expérience historique de cette situation-là. Et le drame d'aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est que en un temps si court à l'échelle de la mémoire et de l'expérience historique de l'humanité, la science a si bien marché, trop bien marché d'une certaine façon, au point qu'elle est, comme je le disais, recouverte par ses propres développements. C'est comme un fleuve qui rencontre un barrage, qui reflue en amont vers sa source au point de la noyer. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est devant cette omnipuissance technique, la question, c'est qu'elle met en cause effectivement les procédures démocratiques qui ont été péniblement dégagées et affirmées au cours des siècles. Et il a fallu très longtemps pour qu'on accepte l'idée du suffrage universel. Rappelez-vous que nos grands ancêtres encyclopédistes, les hommes des Lumières, ne sont pas des démocrates au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Ce sont des hommes des Lumières qui penchent évidemment pour éclairer la population, mais pour rien au monde ne leur viendrait à l'idée de laisser le droit de vote à des paysans illettrés et incapables de réfléchir. Et donc c'est un pari un peu fou qui va être fait à partir de la Révolution de 89, que ce pari suivant lequel tout citoyen a un droit égal à se prononcer sur l'avenir de la cité, quel que soit son niveau de compétence, quel que soit son niveau d'éducation. Encore, ce système va-t-il fonctionner tant bien que mal pendant des décennies où les problèmes qui sont posés, des problèmes essentiellement de gestion économique, d'organisation sociale, sont des problèmes qui sont à relativement moyen terme et qui sont encore assez peu liés au développement technique. Mais au fur et à mesure que le 19e siècle, puis le 20e siècle va se déployer, les problèmes vont devenir de plus en plus liés aux questions techno-scientifiques. Et c'est là que on se demande comment refonder la démocratie de telle façon qu'elle puisse faire face à ce défi. Elle n'en est pas capable à l'heure actuelle. Il faut bien être conscient, nous vivons dans une démocratie formelle, vous pouvez élire votre président, vos députés, vos maires, etc. Mais nous n'avons pas, à l'heure actuelle, les moyens démocratiques de décider de l'orientation technoscientifique de nos sociétés. On pourrait prendre comme exemple le programme électronucléaire français. Il n'a jamais été démocratiquement débattu, démocratiquement décidé, non seulement par l'ensemble de la population, mais même au Parlement. Je dirais même d'une certaine façon qu'il n'a jamais été décidé. Il s'est fait. Et donc ça veut dire effectivement que les outils de la démocratie tels que nous les connaissons sont largement insuffisants. Pour l'instant, je crois que la solution, elle arrivera à travers des crises, des soubresauts, des difficultés, qu'il n'est pas sûr que nous les surmontions, mais c'est un problème d'une ampleur considérable. Aujourd'hui,
Je crois qu'il n'y a pas de réponse. Et ce n'est pas, si on organisait demain un référendum sur le nucléaire, qu'on réglerait la question. La question est véritablement celle d'outils démocratiques capables de nous laisser penser sur le long terme, de nous laisser le temps de réfléchir, de penser et de décider collectivement. Dans le scénario que vous avez écrit, que vous avez lu, il y a, semble-t-il, enfin, de mon point de vue, vous conservez l'homme comme étant toujours là. Toujours là, donc en 2050, 21e siècle, il est toujours là, tel qu'il était représenté au 20e siècle, 19e siècle, 18e siècle. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je n'ai pas entendu qu'il y ait notion d'une accélération de l'exponentielle des progrès scientifiques, avec la réunion de la biologie, bionique, génétique, cybernétique, informatique, numérique. Joël de René pourrait en parler bien mieux que moi, mais si on ajoute à cela la serendipity, c'est-à-dire le pur hasard de la découverte, de la réunion de toutes ces tendances, est-ce que finalement, ce serait ma question, on peut imaginer dans un scénario que, ma foi, si les hommes en sont arrivés à se détruire, quelle importance, puisque de toute façon, assez vite, on aura des cyborgs, ou assez vite, on aura des hommes cybernétiques, des androïdes, des... Voilà. Après tout, pourquoi se soucier de l'être humain? Je pose la question. Si on peut parfaitement remplacer ce que l'on fait déjà avec des robots pour les tâches élémentaires, si on peut remplacer une grande partie de la population, du coup, on n'a pas à leur demander leur avis, on peut faire ce qu'on veut. Et puis, ma foi, s'ils sont détruits et ravagés par un problème nucléaire, on aura toujours des êtres humanoïdes tout à fait extraordinaires. Ça, c'est comme quand Paul disait « il n'y a pas d'autre scénario possible », moi, je n'en suis pas si sûr. On peut imaginer quantité de scénarios encore bien plus catastrophes que ça. C'est-à-dire, pour ce qui me concerne, la destruction de l'humanité remplacée par des robots ou des humanoïdes. Là, vous ne l'avez pas évoqué, ça, bien sûr. Non, parce qu'à ce moment-là, on sort de limite de l'épure. Je dirais que ça... D'abord, je n'y crois guère, je vous dirais. Je crois que l'humanité a quand même une capacité de résilience. Elle peut perdre les 3/4 de sa population. Je crois qu'elle continuera à exister. Mais ça peut aussi déboucher sur des bonnes surprises. Voilà, la serendipity. Non, mais attendez, la sérendipité, c'est un terme à la mode, mais c'est une banalité absolue, excusez-moi de le dire. C'est-à-dire, les scientifiques n'ont pas attendu que le mot existe pour qu'ils en fassent, si j'ose dire. Alors, c'est très intéressant de reconnaître, enfin, ça va de pair avec ce que je disais il y a un moment, qu'il n'y a pas de méthodologie absolue, abstraite, toute faite, et que l'invention, l'innovation peut surgir de rencontres parfaitement aléatoires. Mais ça a toujours été le cas. La seule différence, c'est qu'on a maintenant un mot pour le dénommer. Déjà Pasteur, citation bien connue, disait « Le hasard ne favorise que les esprits bien préparés », etc. On peut retrouver des tas de remarques de ce genre-là dans le passé. Donc très bien, reconnaissons tout son rôle à la sérendipité. Ne pensons pas pour autant avoir fait une découverte conceptuelle majeure. Hein. Premier point. Deuxième point, sur l'accélération dont vous parliez, je suis très dubitatif. Très dubitatif, je crois qu'on a plutôt là des effets d'annonce. Moi, je n'en vois pas la réalité devant moi. Je vois bien des effets d'accélération sur le marché, un renouvellement rapide et programmé de l'obsolescence programmée, hein, des objets qu'on essaye de nous vendre, mais qui finalement n'ajoutent pas grand-chose à nos formes de vie. Je sais que là, je serais sans doute à la différence de ce que peut penser Joël, mais en tout cas, je ne vois pas d'accélération au niveau de la pensée scientifique elle-même. Bien au contraire, je l'ai dit, il me semble que la première moitié du XXe siècle a été beaucoup plus efficace, beaucoup plus révolutionnaire que sa seconde moitié sur le plan des idées. Les grandes découvertes, si on veut aller par là, les grandes découvertes de la deuxième moitié du XIXe siècle, je vous en ai deux. La première, c'est la découverte que nous ignorons ce qu'est 95% de la matière de l'univers. Pour les gens de ma génération, quand moi j'ai appris la physique dans les années 60, c'était évident que nous connaissions tous les constituants de l'univers. Ah oui, bien sûr, on ne savait pas exactement comment fonctionnait un quasar ou même le noyau nucléaire, mais c'était clair que nous en connaissions les constituants.
Aujourd'hui, nous avons découvert, à partir des années 80, qu'il y a environ 95% du contenu matériel de l'univers que nous ignorons. Même chose du côté de la biologie. Toute l'avancée de la biologie moléculaire à partir des années 50, la structure de l'ADN, 1954, c'est à mon avis la dernière très grande rupture épistémologique du XXe siècle. Ça y est, on a tout compris les gars, l'ADN, on connaît la structure du gène, etc. Ouais, mais d'accord, sauf que dans les années qui suivent, dans les décennies qui suivent, on s'aperçoit que la partie codante de l'ADN, c'est-à-dire celle qui véritablement sert à fabriquer les protéines, c'est quelques pourcents de sa masse totale. Et qu'il y a, là encore, je vous donne l'ordre de grandeur, je ne sais plus le chiffre exact, mais 90 à 95% de son contenu, dont on a pensé pendant un temps qu'il servait à rien, on appelait ça l'ADN poubelle, junk ADN. Maintenant, on commence à se rendre compte qu'il a des fonctions absolument capitales, mais beaucoup plus subtiles que ce qu'on croyait jusqu'à présent. Donc au fond, les découvertes majeures de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est la découverte de nos ignorances. Ce qui est formidable. C'est-à-dire qu'il y a du boulot. Hein, je m'en plains pas du tout. Je trouve ça formidable. Mais nous ne nous racontons pas d'histoire sur le fait que nous serions beaucoup plus rapides, beaucoup plus... Mais de toute façon, quel que soit l'exponentiel des progrès actuels, notamment en biologie... je ne crois pas qu'il y ait d'exponentiel. Pas plus dans ce domaine-là. Quel que soit, de toute façon, quel que soit l'exponentiel, ce que vous déplorez, c'est le défect de la pensée. Oui, mais ça va de pair. C'est-à-dire que je ne crois dans aucun domaine à des croissances exponentielles vertigineuses. Il y a déjà un cas où on a la preuve du contraire, c'est-à-dire que la surpopulation, il y a 40 ans, tout le monde s'affolait, la bombe P de Ehrlich, etc. Ça y est, c'est réglé, on sait bien. Il y a peut-être trop de monde, comme disait, c'était qui ? C'était que vous citiez tout à l'heure, le capitaine, le commandant Cousteau, voilà. Bon, nous sommes peut-être trop nombreux, d'accord, mais nous ne dépasserons certainement pas les 15 milliards d'individus. C'est fini. Les courbes sont en train de s'infléchir. C'est pas une croissance exponentielle. Je ne vous souhaiterais pas monopoliser toutes les questions. Il y a des bras qui se lèvent. Je vous remercie d'abord pour cette fiction. Elle a le mérite de donner à penser. Et puis ça fait plaisir quand ça vient d'un scientifique de voir une telle ouverture vers les arts et vers la philosophie. Moi, je m'adresserai à l'apprenti philosophe, puisqu'en philosophie, on est tous des apprentis. J'aimerais que vous clarifiez, dans votre récit fiction, un point particulier. Cette subordination, à un moment donné, de la théoria à la praxis. Qu'est-ce qui a bien pu faire son succès ? Je double ma question. N'y a-t-il pas, comme le disait Bergson dans Mécanique et mystique, vous savez, la dernière remarque des deux sources de la morale et de la religion, n'y a-t-il pas derrière notre succès technologique la réalisation superbe, non pas d'un projet cartésien, être maître et possesseur, mais bien plus la réalisation du mystique? N'observe-t-on pas aujourd'hui, à travers l'usage des portables, etc., une altération du rapport à la chair, du rapport à l'autre, du rapport à la parole et du rapport au temps? Une incapacité chronique. Donc moi, ce que je voudrais que vous clarifiez, c'est cette subordination. Comment est-elle advenue? Qu'est-ce qui fait sa force et sa durabilité? Parce que ça semble durable, cette subordination de la théoria à la praxis. Écoutez, il y a deux questions en fait que vous posez. Hein. La première, c'est le rapport entre théoria et praxis. Le paradoxe ici me semble être que nous avons cru pendant un temps qui me semble historiquement court, de l'ordre de quelques siècles, que la théoria pouvait être autonome, indépendante et surpasser la praxis. Comme je l'ai dit, il me semble que ça n'a pas été le cas pendant une énorme partie de l'histoire de l'humanité. Vous aviez d'un côté, mais cantonné dans des groupes sociaux extrêmement limités, parce qu'évidemment aujourd'hui nous nous intéressons à la philosophie grecque, mais si vous prenez la société grecque de l'époque, et si vous prêtez attention à son ensemble, je répète, 95% des gens sont des esclaves, 90, et dans ceux qui restent, la moitié sont des femmes, ce qui ne vaut pas beaucoup mieux. Hein. Donc, à nous focaliser sur le miracle grec, la civilisation grecque, la philosophie grecque, etc., nous ne voyons qu'une toute petite partie émergée peut-être à nos yeux aujourd'hui de l'iceberg.
l'essentiel de la société humaine à cette époque-là et pendant très longtemps a été préoccupé de sa survie, prise dans les tâches matérielles. Heureusement, il y avait une partie de la dite humanité qui pouvait se livrer à des tâches que nous estimons plus nobles et dont nous héritons aujourd'hui, mais nous ne racontons pas d'histoire. Donc ça, c'est un premier aspect. Et d'un certain point de vue, l'idée que j'avance ici, propose, c'est que paradoxalement, la modernité actuelle nous replace dans une situation qui ressemble plus à ce qui était le cas avant la révolution scientifique du XVIIe siècle. C'est-à-dire où il y avait des développements, il y avait des progrès techniques majeurs, mais qui ne devaient pas grand-chose aux spéculations intellectuelles ou aux avancées théoriques. Les grandes avancées techniques du XVIIe siècle, c'est les moulins au fil de l'eau, c'est un peu avant, c'est l'invention du joug, du collier de cheval pour tirer les charrettes. Avec les Romains, ils harnachaient les chevaux avec des courroies qui les étouffaient, qui les empêchaient de tirer des charges très lourdes. Grande révolution à la fin du Moyen-Âge, nous vient de Chine le collier qui permet au cheval de tirer des charges 2-3 fois plus lourdes. Où est la science là-dedans? Nulle part. Pas de science. Juste une invention empirique. Donc, il me semble que nous rentrons dans une situation de ce même genre, et je reprends une des analogies aussi que je donnais. Regardez et comparez la civilisation romaine et la civilisation grecque. Les Romains, immense civilisation qui domine tout le bassin méditerranéen, qui a une durée de vie qui est longue, plusieurs siècles. La Pax Romana, excusez-moi du peu, c'est quand même 4 siècles, pendant lequel l'Occident vit à peu près en paix et d'une façon relativement prospère. Si je vous demande de me citer le nom de grands scientifiques grecs, vous n'aurez que l'embarras du choix. Vous allez me citer Aristote, Thalès, etc., sans aucun problème. Je vous demande le nom d'un grand scientifique romain de la même qualité. Un seul. Non? Non. Voilà. Donc vous avez une immense civilisation parfaitement cohérente, fonctionnelle, qui se développe, qui d'ailleurs emprunte à la Grèce qu'elle a vaincue sa philosophie, sa poésie, sa théologie, etc. Pas sa science. Donc vous avez une grande civilisation qui vit sans se baser sur un intérêt pour la science au sens de la connaissance spéculative fondamentale sur le monde. Ça prouve que c'est possible. Alors, la deuxième partie de votre question, excusez-moi, portait sur... Ah oui, sur les modifications des rapports humains à travers les nouvelles technologies. Certainement, mais là, alors franchement, je vous dirais, il me semble que c'est très tôt, trop tôt, pour savoir qu'en dire. Et je ne suis pas sûr que ce soit si neuf que ça. C'est peut-être même ce qui caractérise l'humanité, c'est d'avoir passé son temps à bouleverser ses rapports intérieurs des hommes avec les hommes au fur et à mesure de ces innovations techniques. Bon, c'est des choses banales que je veux dire, ça a été écrit 1000 fois par des tas de gens, mais l'invention de l'écriture change complètement le rapport de l'homme à l'homme. Ça change tout. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la pure transmission orale qui se fait de proche en proche. À partir du moment où vous avez de l'écrit, les idées peuvent circuler à distance, peuvent garder une persistance historique beaucoup plus longue. Et l'imprimerie va renouveler ça. Donc je suis persuadé effectivement que les nouvelles techniques modifient très profondément, ou vont modifier très profondément les rapports interhumains. Pour en faire quoi? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est précisément que nous ne savons pas. C'est très intéressant de voir à quel point les nouvelles technologies sont en général très mal comprises quant à leur finalité et à leur fonction sociale par ceux-là même qui les développent. Je vous donne 2 exemples qui sont typiques de la modernité du XXe siècle. Le XXe siècle, en gros, c'est quoi? C'est la voiture et le téléphone. Or, l'invention du téléphone, l'invention de la voiture sont faites dans un contexte où les inventeurs eux-mêmes n'ont aucune idée de ce que ça va devenir. Le téléphone, il est inventé par Graham Bell comme pur instrument de communication
instrumental de technologie de transmission d'ordre. Il est unilatéral. C'est ce qui permet à l'officier de commander aux soldats, c'est ce qui permet au contremaître ou à l'architecte de commander aux ouvriers. Pas de gratte-ciel sans téléphone. Vous ne pouvez pas, d'en bas, demander aux gendarmes de faire ceci ou cela. Personne à cette époque-là n'imagine une seule seconde que le téléphone va devenir un objet technique qui va rentrer dans les intérieurs domestiques et devenir un appareil d'usage courant, intime, personnel. Il va falloir 30 ou 40 ans pour que ça se passe comme ça. La voiture, c'est pareil. Au début, c'est purement et simplement un engin sportif. Très cher, destiné aux seuls riches, qui font, vous savez, Paris-Deauville dans la poussière avec leurs cachetets, leurs lunettes, etc. Et l'idée que la voiture va complètement transformer le fonctionnement même des villes et par-delà des circulations de marchandises et d'hommes sur des territoires nationaux ne vient absolument pas à l'idée de ses inventeurs. Donc je pense que nous ne savons pas encore comment nous allons véritablement nous servir et à quelle fin de ces instruments que nous commençons à manipuler depuis quelques années maintenant. Allez-y, monsieur. Oui, il me semble qu'il y a une ambiguïté dans la définition même du mot science. Parce que, en fait, là, à travers le concept d'humanisme, on est obligé de parler de la technologie, c'est-à-dire non pas de la connaissance, mais des artefacts de la science. Alors il me semble que sémantiquement, le concept même de science, c'est pas d'opérer sur le réel, c'est d'opérer sur la connaissance humaine. N'y a-t-il pas là une ambiguïté dans le titre même, science et humanisme, qui devient technologie et humanisme? On n'arrête pas de parler du portable. De choses comme ça, c'est très curieux. Le portable n'est pas un produit de la science, c'est un produit de la technologie. Non? Alors, c'est un produit de la technologie, mais qui a été rendu possible par la science. C'est ça la différence. C'est ça la différence avec les produits de la technologie traditionnelle, celle du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. C'est que vous pouvez fabriquer des moulins à vent, des gouvernails de bateaux, des colliers de cheval, sans avoir de connaissances scientifiques théoriques au niveau fondamental. Vous ne pouvez pas faire de téléphone portable, de radio, de télévision, sans avoir d'abord des théoriciens qui découvrent les ondes électromagnétiques. Donc c'est là qu'il y a effectivement une nouveauté qui lie de façon étroite la technologie et la science. Alors je suis d'accord avec vous que le mot science est très ambigu, mais comme tous les grands mots de ce genre-là, par la nature des choses, il évolue, et effectivement, ce que nous appelons science aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaye d'employer, dès qu'il faut éclaircir la situation, le mot technoscience, qui montre bien à quel point les choses sont devenues maintenant inséparables. Ce que nous appelons science aujourd'hui, ou plus précisément à mon avis technoscience, c'est très différent effectivement de ce qu'était la mathématique grecque, par exemple. Je suis tout à fait d'accord. Mais cette ambiguïté, elle est inévitable, parce qu'elle correspond à l'évolution historique des choses. Nous ne sommes pas maîtres des mots. Jean-Marc, la pensée scientifique a-t-elle un futur? J'inverse la question, la pensée scientifique a-t-elle eu un passé? J'ai essayé de donner mon avis sur cette question. Oui, je crois qu'elle a un passé, mais que, alors, pour le dire de façon aussi prudente que possible, il me semble que dans son passé lointain, je reprends le cas des mathématiques grecques, par exemple, elle est inséparable d'un questionnement théorique plus général. C'est de la philosophie. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et ça naît, alors là aussi, ambiguïté du mot science. Ambiguïté quand on l'applique aujourd'hui à ce qu'on devrait appeler technoscience, ambiguïté aussi dans le passé quand on l'applique à la mathématique grecque. Donc ce que nous appelons science au sens le plus strict du terme, d'une certaine façon, devrait être réservé à la période historique de 4 siècles, depuis le début du XVIIe siècle jusqu'à maintenant. C'était pas pareil avant, et à mon avis, ça va pas être pareil après. Mais cette ambiguïté, elle est constitutive. Alors, rétroactivement, nous pouvons évidemment relire
repenser la mathématique grecque en disant « Ah, mais oui, mais c'était déjà de la pensée scientifique. » Bon, c'était déjà de la pensée que nous avons maintenant intégrée dans ce que nous appelons la science. Oui, jusqu'ici, la science, je dirais, était largement une production culturelle ethnocentrée, c'est-à-dire dans le monde occidental, c'est-à-dire l'Europe et son prolongement en Amérique du Nord. Est-ce qu'on peut imaginer que notre système culturel et un autre système, une autre perspective philosophique, je pense par exemple à la Chine, pourrait amener à une autre, je dirais, à des avancées sur le plan de la pensée scientifique? Alors, on peut l'imaginer, et j'aimerais beaucoup que la réponse soit positive. Franchement, j'aimerais beaucoup. De même, effectivement, que dans le passé de l'histoire des sciences, nous avons connu des contextes culturels très différents. Je viens de le dire pour la science de l'Antiquité. Son contexte culturel était fondamentalement différent de celui d'aujourd'hui. C'était vrai aussi pour la science arabo-islamique. Immense épisode de l'histoire scientifique, hein, du 8e au 13e siècle, de Samarcande à Saragosse, c'est pas rien. La science se fait en arabe, aussi bien chez les gens qui parlent du proto-espagnol que chez les gens qui parlent le perse. Bon, et le contexte culturel est totalement différent. On aimerait pouvoir penser, en tout cas moi ça me ferait plaisir, que d'autres traditions culturelles, et évidemment on va penser à l'Extrême-Orient, seraient capables de prendre le relais et d'apporter de la nouveauté. J'y fais une vague allusion dans l'historiette que je vous ai racontée quand j'imagine que de futures terminologies plus contrôlées, plus maîtrisées, pourraient être faites à partir des idéogrammes chinois. Là, je nage dans une douce utopie, bien entendu. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça marche parce que le problème, c'est de savoir, et franchement là-dessus, je n'ai aucune compétence, de savoir quel est encore aujourd'hui le degré d'autonomie possible de ces traditions culturelles. Je reviens du Japon, où j'ai passé 2 mois. Il est tout à fait clair que la civilisation japonaise, encore aujourd'hui, est très différente de la nôtre, bien que son développement technique soit totalement similaire. Il n'empêche que, du point de vue de leur littérature, de leurs pratiques religieuses, de leurs relations familiales, de leur comportement collectif, c'est extraordinairement différent. Pas leur science. Leur science, c'est la nôtre. L'ont-ils prise, leur avons-nous imposé? Ça se discute. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments nous permettant de penser que les Chinois ou les Japonais seraient capables de développer une façon de faire de la science fondamentalement différente. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis simplement que c'est loin d'être certain et que je n'en vois personnellement pas les prodromes à l'heure actuelle. Et je souhaiterais que ça se passe. Mais je voudrais quand même revenir sur cette notion de science, quand même, ça me paraît intéressant. C'est un tiroir, qu'est-ce qu'on y met dedans exactement? Il y a la recherche scientifique, la recherche fondamentale, la recherche expérimentale, les domaines de la science, la biologie, la physique. C'est quoi la pensée scientifique? C'est un trait commun à tous ces registres. Il y aurait donc un label, j'ai la pensée scientifique, ou je n'ai pas la pensée scientifique? Je ne comprends pas trop, là. Alors, c'est une très bonne question. J'ai suffisamment dit déjà à quel point je pensais que le mot science est ambigu et ne peut pas ne pas l'être. Et je dirais que s'il n'y a pas de méthode scientifique, il y a quand même une façon... Alors, je ne dirais pas une pensée scientifique, je voudrais me dire une façon de penser qui est propre à la science. Et cette façon de penser, elle a de grands mérites et de grandes limites. Il me semble que sa vertu, je crois l'avoir déjà dit, c'est sa capacité à apporter des réponses. Alors j'hésite à employer le mot vrai, qui est d'une lourdeur extrême. Je vais dire des réponses valides, des réponses fermes à un certain nombre de questions. Sa limite, c'est que ce nombre de questions est extrêmement limité. Et que dès qu'on pose des questions d'intérêt vital, je sais pas moi,
qu'est-ce qu'on va manger ce soir, est-ce que tu m'aimes pour de bon, etc. La science n'a plus rien à dire. C'est pourtant l'essentiel, je dirais, des questions que nous posons dans notre vie quotidienne. Alors, quel est le mérite de la science? C'est effectivement de prendre certaines questions. Si on me demandait une définition de la science, rien de plus difficile, je prends le risque. Je dirais que pour moi, la science, c'est, je pèse mes mots, c'est l'art de transformer les questions jusqu'à ce qu'elles aient une réponse. D'où je viens? C'est pas une question scientifique. Qu'est-ce qu'elle signifie? Est-ce qu'elle me renvoie à mes parents? Est-ce qu'elle me renvoie au Dieu créateur, etc. Que fait le scientifique là-dedans? Il dit, ouh là là, ça, ces questions-là, c'est pas pour moi. Mais par contre, je peux te dire que un jour, ton papa, ta maman, un ovule, un spermatozoïde, etc., voilà d'où tu viens. Il est clair que cette réponse-là est une réponse ferme, qui peut se partager, qui peut être acceptée, qui a des conséquences extrêmement importantes, mais qui n'épuise absolument pas la question de départ. Et donc, moi, je crois que la caractéristique de la façon de penser scientifique, c'est ça, c'est cette capacité à réduire une question en laissant de côté beaucoup de choses qui nous intéresseraient au moins autant, mais de façon à avoir au moins, sur une question réduite, limitée, au moins une réponse. Vertu et limite. Oui, juste une question un peu humoristique. Je me demande, monsieur Lévy-Leblanc, que si vous aviez parlé, non pas après Pascal Bruckner, mais avant Pascal Bruckner, si Pascal ne se serait pas servi de votre récit comme un exemple parfait, un exemple illustre de cette passion irrationnelle, d'une peur apocalyptique dont il a voulu nous défaire. Je me demande s'il ne serait pas servi dans sa construction de votre récit, qui est un parfait exemple de ce qu'il a voulu nous éviter. Et je me demande si la fin de votre récit, où c'est la science recherche, qui nous sauvera peut-être de la science technique, s'il n'aurait pas dit, ben voilà, c'est exactement ce que je dis, à savoir que c'est pas en changeant de monde que l'on va créer un nouveau monde, c'est en y étant et en croyant au progrès, y compris de la science. Et donc ma question à moi, c'est est-ce qu'il faut attendre les catastrophes de votre récit pour qu'on puisse comprendre qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire lorsqu'on est savant ou techno-savant? Bah, évidemment, il ne faut pas attendre. Si je croyais qu'il faut attendre et si j'étais fataliste, je n'aurais pas raconté cette histoire. Je ne serais pas là devant vous. Donc si je vous raconte tout ça, c'est évidemment dans l'espoir que tous ensemble, nous puissions y réfléchir et éventuellement infléchir le cours des choses. C'est certain. Le pire n'est pas certain, évidemment. Il est quand même, à l'heure actuelle, me semble-t-il, plausible. Il est si plausible que moi, je n'ai pas peur. Peur, ça veut dire penser que on est menacé par quelque chose d'irrationnel. Moi, je ne crois pas du tout que ça soit irrationnel, ce que j'ai raconté. Je crois au contraire qu'il y a une rationalité très forte, qui n'est pas absolument déterminante. Je dis que ce n'était pas une prédiction, mais je crois qu'il y a de bonnes raisons que les choses se passent comme ça. Il y a d'autres bonnes raisons pour qu'elles se passent différemment. Et je ne pense pas... Je ne sais pas, il faudrait demander à Pascal lui-même ce qu'il en pense, mais je ne pense pas que ce que j'ai dit soit un argument qui puisse être utilisé dans son sens, parce que je n'ai pas peur, deux, je n'essaye pas de faire peur, et trois, surtout, quant à la fin
que vous évoquiez de mon intervention, je n'ai pas dit, ou alors je me suis extrêmement mal exprimé, que c'est la science qui allait, en définitive, nous sauver et favoriser cette espèce de renaissance que j'ai esquissée. J'ai même dit l'inverse. L'inverse, c'est que c'est au contraire de nouvelles formes d'organisation sociale, de nouvelles mentalités, de nouvelles formes de réflexion collective qui nous permettraient d'avoir une science différente. Des scientifiques, c'est la folie nucléaire des hommes, mais il y a les mots qui reviennent et qui sont le plus chargés de réprobation, c'est les mots marché, profit, commercialisation. Donc la question qu'on a envie de lui poser, c'est au-delà des considérations sur la science, est-ce que c'est la marche même du capitalisme qui, selon toi, peut déclencher un cataclysme mondial? C'est une opinion que je te donne et pas une réflexion scientifique qui dépasse largement ma compétence et mon domaine, mais ma réponse à ta question serait sans ambiguïté oui. Est-ce que nous avons encore nos scientifiques réveillés ou est-ce qu'ils dorment profondément allongés sur leur chaise Hein? Oui. J'aimerais bien qu'Étienne et Marc nous donnent leurs sentiments, s'ils sont en mesure de pouvoir rassembler leurs idées avant de terminer cette belle soirée. Je pense que vous avez un collègue qui s'est quand même largement mouillé, vous devriez au moins... Attends, Jean-Noël. Très bien. Marc. Merci. Je n'ai pas énormément de choses à rajouter. Demain, je dois parler de l'avenir de la physique et je dois dire que Jean-Marc m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, puisque sur un mode totalement différent, il a déjà dit beaucoup de choses que j'avais l'intention de dire sur un ton différent moi-même. Et j'ai reconnu aussi dans ce qu'a dit hier Joël, aussi certains aspects de ce que j'aurais pu dire. Mais je suis d'accord sur le fond, c'est-à-dire ce qu'il me semble, c'est que la science n'a plus eu de contrôle et n'a plus eu de contrôle des scientifiques eux-mêmes. C'est-à-dire que les scientifiques, je crois, n'ont pas assumé leurs responsabilités. Bon, l'exemple typique dont on a déjà beaucoup parlé, c'est le nucléaire, donc je peux le reprendre. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire du nucléaire, on s'est trouvé en face de quelque chose d'extraordinaire, il y a donc à peu près un siècle, qui était plein de promesses. Et puis, on y est allé, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose qui a été contrôlé. Le contrôle a été pris par finalement ce qu'on peut appeler peut-être un lobby, ça s'est pas formé tout de suite comme ça, mais disons par quelque chose d'extérieur à la science. Et là, il était trop tard pour les scientifiques de dire leurs mots. Et tout ça, je crois, on peut effectivement aussi en faire remonter l'origine au projet Manhattan. Et c'est extrêmement intéressant d'analyser la manière dont s'est constitué ce projet Manhattan avec une efficacité qu'on peut admirer, mais finalement aussi avec une finalité qui était complètement extérieure à la science, puisqu'il ne s'agissait pas de faire de la science pour augmenter nos connaissances, mais il s'agissait de faire de la science dans un but technologique, et dans ce cas-là techno-militaire, bien déterminé. Et il me semble que ceci a servi de modèle à toute l'organisation de la science jusqu'à aujourd'hui, et qu'on est maintenant dans une situation qui échappe aux scientifiques eux-mêmes. C'est-à-dire les scientifiques se voient emportés dans un mouvement tel qu'ils ne peuvent plus contrôler leurs recherches et ils sont mis dans une situation, justement par cette espèce de compétition, cet aspect qui est le lien entre la science et la technoscience, où lorsqu'ils voient se dessiner quelque chose qui peut aboutir à un résultat, ils ne réfléchissent absolument plus, ils vont de l'avant, Et avec la justification que si c'est pas eux qui le font, ça sera quelqu'un d'autre. Et je prends par exemple l'exemple du clonage, si on fait pas le clonage dans un laboratoire, il va y avoir des sectes privées, par exemple, qui vont le faire. Donc, autant qu'on le fasse avant eux, il y a toujours une justification. Et ça me fait extrêmement peur. Enfin, je développerai tout ça demain. Donc, je suis absolument d'accord sur le fait que le scénario de Jean-Marc est tout à fait plausible, en tout cas dans la première partie, jusqu'à l'effondrement. Alors après, l'effondrement, bien sûr, c'est un thème de science-fiction qui n'est pas totalement nouveau, et Jean-Marc a choisi cette voie-là. Il y aurait pu y en avoir d'autres, et on aurait pu penser que, effectivement,
même si on pense que la science va peut-être disparaître comme activité dans les années qui viennent, et bon, c'est vrai qu'on voit avec la manière dont est organisée la recherche que la science fondamentale a bien du mal à résister. Donc je ne sais pas si ça va renaître ou bien si ça va lentement s'étioler et si on va perdre l'intérêt pour ces choses-là. Mais j'ai l'impression que cette période, de toute façon, va exister indépendamment du fait qu'il y ait ou non un grand effondrement qui va beaucoup plus loin et qui concerne notre civilisation. Mais là, je ne suis pas du tout... j'ai aucune compétence, évidemment, pour parler de ça. Étienne. Un micro pour Étienne. Je sais absolument pas pourquoi Jean-Noël veut absolument que je parle. Je ne lâche jamais. On doit tous s'exprimer dans les jours prochains. Moi, je connais bien Jean-Marc, je suis d'accord avec plutôt le tableau qu'il dresse de la science d'aujourd'hui. Ce qu'elle va devenir, c'est un scénario, il l'a dit lui-même, c'est une fiction. Je pense que le LHC continuera après 2020. Je pense même qu'on fera un accélérateur peut-être un peu plus gros, ou en tout cas on mettra de plus hautes énergies dans l'accélérateur actuel. Donc je suis un peu plus optimiste sur l'avenir de la physique des particules. En fait, ça dépend de ce qu'on va trouver dans les 10 ans qui viennent. Je pense que si le dossier scientifique est vide, il faudra en effet s'arrêter puisqu'il n'y aura aucune justification scientifique pour continuer. Mais si on trouve des particules de matière noire ou d'autres choses, je pense que la tentation de continuer sera assez forte. Sur Hiroshima, je pense qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Marc présente Hiroshima comme si c'était une aventure scientifique, mais Hiroshima, c'est l'effet secondaire du nazisme. C'est le nazisme qui a engendré le départ de nombreux physiciens hors d'Europe qui ont travaillé au projet Manhattan, parce que pour eux, c'était le mal absolu. C'est pas un projet endogène à la communauté scientifique. Et donc on se peut se demander pourquoi en Occident le nazisme a pu apparaître. Et c'est plutôt ça la véritable pathologie, à mon avis, plutôt que la science qui a réagi comme elle a pu à des menaces qui lui paraissaient beaucoup plus grandes. Et quant au lien entre science et culture, moi je pense que les scientifiques, ils pensent pas mal quand même. Enfin, ils s'interrogent beaucoup sur les implications de leurs découvertes. L'argument que Marc avance, à savoir qu'on fait tout ce qu'on peut faire en se disant que si on ne le fait pas, les autres le feront, et pas vraiment ce qu'on observe en France aujourd'hui, où toutes les innovations sont interrogées à la lumière des risques qu'elles posent. On a arrêté les recherches sur les OGM, on voit que les nanosciences sont très vivement contestées. Il y a toutes sortes de débats sur la science qui font qu'on ne peut pas dire qu'on fonce tête baissée sans réfléchir et sans que la société, surtout, s'intéresse à nos travaux. Donc, moi, j'observe autour de moi beaucoup de réflexions de la part des scientifiques, et pas moins, en tout cas, que dans la société tout entière. Et ce qui me semble nuancer le paysage, c'est qu'en France et dans d'autres pays développés, il y a deux courants de pensée qui coexistent, qui normalement devraient se combattre et même s'annuler mutuellement, et qui en réalité se confortent l'un l'autre. Le premier, c'est le désir de véracité. On a l'impression que dès qu'une communauté se met à parler d'une seule voix, c'est qu'elle a intérêt à le faire. Et ce qu'elle dit n'est pas plus vrai que ce que pourraient dire d'autres communautés, simplement elle a intérêt à le dire. Et donc on va chercher derrière les discours, les fondements des discours. On ne veut pas être dupe, ce qui est parfaitement légitime. On croit au complot, éventuellement, si on pense que... J'ai entendu le mot plusieurs fois tout à l'heure. Et en même temps, il y a un déni de la vérité, c'est-à-dire ce désir de véracité vient enclencher dans la société un processus critique qui vient défaire l'idée qu'il y aurait des vérités assurées. Et c'est ça qui me paraît... inquiétant. C'est pas le fait que la pensée scientifique s'estompe, peut-être qu'elle le fera. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est l'idée que toute connaissance serait en fait une croyance. Et on a parlé du changement climatique tout à l'heure. On présente le changement climatique comme étant un camp qui va opposer, enfin un débat qui va opposer ceux qu'on appelle les réchauffistes à d'autres, comme si c'était une affaire de croyance. Et ça, franchement, ça m'inquiète. Et d'autant que je vois que cette question des croyances surgit à propos de certaines questions beaucoup plus qu'à propos d'autres. On n'a pas accusé les physiciens des particules d'avoir cru à l'existence du boson de Higgs sous l'effet de leurs croyances.
Et puis sur d'autres sujets, on voit que c'est beaucoup plus polémique et on peut se demander pourquoi. Il y a des questions de lobby derrière aussi. Ouais, enfin, c'est des mots valises, si vous voulez. Les lobbies, c'est pas des choses qui sont transcendantales. Si c'est des lobbies, ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui, pourquoi, etc. C'est un mot trop commode. Jean-Marc, j'ai une question peut-être la dernière. Est-ce que ce qui se passe là ici, c'est-à-dire là je vous ai fait discuter tous les trois, j'ai introduit également mêlé Pascal à cette discussion. Est-ce qu'au niveau national ou international, vous avez ce genre de préoccupation pourquoi ne décidez-vous pas de faire des colloques entre vous, justement pour débattre de ce sujet essentiel? Peut-être que ça existe déjà. Qu'en est-il? Non mais des débats, il y en a tout le temps. Nous sommes très nombreux à en parler, mes amis et collègues. Mes collègues et néanmoins amis qui sont là y participent largement. Je ne suis pas du tout sûr que la clé soit dans l'organisation de débats institutionnels, collectifs de la part des scientifiques. Je crois que pour des raisons qu'on a évoquées les uns et les autres, les scientifiques aujourd'hui ont une capacité d'action extrêmement faible. Et que le problème, c'est ce dont nous avons causé tout à l'heure à partir de la remarque sur la citoyenneté. La question, elle est à ce niveau-là. C'est-à-dire, est-ce que les forces collectives non spécialisées, non professionnelles de la science sont à même de s'emparer de ces questions-là? C'est à ce niveau-là que la question me paraît déterminante. Alors, évidemment, c'est une question extrêmement difficile, parce que moi, je suis, bien entendu, sans être d'accord exactement avec la formulation d'Étienne, je suis sensible, bien sûr, à ce qu'il peut y avoir de, parfois, absolument caricatural, voire dérisoire, dans les arguments pseudo-scientifiques qu'on peut trouver dans certains courants écologistes, par exemple, pour ne pas les nommer. Néanmoins, je veux dire que le fait qu'il y ait une partie de la population militante qui s'empare de ces questions-là est une excellente chose. Et que si elle le fait mal pour l'instant, on peut espérer et contribuer à ce qu'elle le fasse mieux dans le futur. Mais je dirais que aujourd'hui, la science est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux seuls scientifiques. Et est-ce que vous pensez que les comités d'éthique vont pouvoir changer quelque chose? Non, alors les comités d'éthique, je crois que c'est une emplâtre sur une jambe de bois provisoire, dans la mesure où, à l'heure actuelle, ils sont jugés partis. C'est-à-dire que, malgré toute l'amitié et le respect que je peux avoir pour beaucoup des membres du comité national d'éthique, son président en particulier, je trouve qu'un comité d'éthique sur les questions de la médecine, de la santé, qui est pour une très large proportion composée de scientifiques de ces professions-là. Alors il y a un petit saupoudrage de représentants, comment ça s'appelle, des différentes courants de pensée. Alors il y a un catholique, un protestant, un musulman, il y a alors maintenant, et un libre penseur. Je crois que ça répond pas à la question. Moi, je suis plus intéressé par des expériences à l'heure actuelle extrêmement provisoires, minoritaires et marginales, mais qui me semblent plus intéressantes, qui sont les conférences de citoyens, dans lesquelles on réunit un panel de citoyens, un peu comme un jury d'assises. Parce que ça me permet de rebondir, si j'ai encore une seconde, sur cette question de la citoyenneté. Parce que souvent, quand on pose la question de est-ce que... Enfin, la question, on peut la poser brutalement comme ça. Est-ce que la science est soluble dans la démocratie? La réponse qui vient souvent, c'est on aimerait bien que oui, mais vous comprenez, les problèmes sont si compliqués que la plupart des gens, malheureusement, n'y comprennent pas grand-chose. Alors travaillons sur leur éducation, leur formation, faisons des centres de culture scientifique, l'univers science, la télé, etc. Et peut-être un jour, quand nous aurons réussi à leur donner une meilleure compétence scientifique de masse, nous serons en état de décider collectivement de ces questions-là. Mais c'est prendre les questions tout à fait à l'envers. La démocratie, elle ne fonctionne pas comme ça. On n'a justement pas attendu que tout le monde soit alphabétisé pour instaurer une démocratie élective. C'est même dans l'autre sens que ça s'est passé. C'est à partir du moment où on a fait ce pari, un peu insensé, effectivement, on a fait ce pari que chacun avait le droit de se prononcer, quel que soit son niveau de compétence,
que la compétence a commencé à se généraliser. Et moi, il me semble que si les gens, parce que les scientifiques déplorent, souvent disent oui, mais les gens ne s'intéressent pas assez au nucléaire, ils ne comprennent pas assez bien. D'accord, mais s'ils n'y peuvent rien, pourquoi voulez-vous qu'ils s'y intéressent? Le jour où on aura des moyens d'action réels, où chaque citoyen sera mis d'une certaine façon au pied du mur, avoir à se prononcer par des formes que je ne connais pas, c'est pas le référendum, c'est même ça, sur ces questions-là, je pense qu'on pourra renouveler le pari démocratique à ce moment-là. Pari qui est fait dans des circonstances tout à fait différentes. Je prends l'exemple du droit. Les cours d'assises, puisque j'en parlais, sont recrutés dans le tout venant, tirage au hasard de la population. Hein, eh bien, les cours d'assises, il n'y a pas encore si longtemps, décidaient de la vie et de la mort des accusés. Donc vous remettiez une décision absolument essentielle entre les mains de gens qui n'avaient pas de formation juridique. C'est-à-dire que vous faisiez confiance à la compétence collective et surtout à la conscience collective. Peut-être avons-nous tort. Si on a tort, il faut complètement abandonner le projet démocratique. Si on a raison, il faut prendre ce risque. En tout cas, peut-être certainement introduire très tôt la philosophie dans le cursus scolaire, déjà. La philosophie, l'histoire. L'histoire qu'on a rayée de la carte des programmes. Oui. Donc, le fait qu'on ne fasse plus d'histoire en terminale scientifique me paraît une aberration monstrueuse. Incroyable. Les bacs qui sont de plus en plus morcelés, de plus en plus spécifiques. Je suis en S, je ne fais pas de lettres, je ne fais pratiquement pas de philosophie, etc., etc. Ça, c'est pas une bonne chose. Vous seriez pour une concertation avec les gens qui sont chargés des programmes pédagogiques, pour vous, la communauté scientifique, pour dire, attendez, on va peut-être faire les choses autrement, commençons par nos jeunes gens, les enfants, la philosophie devrait s'apprendre. Oui, mais c'est pas la communauté scientifique en tant que telle que vous allez convoquer, parce que la communauté scientifique, comme le disait Marc d'ailleurs, elle est trop prise par ses enjeux, ses intérêts immédiats, pour avoir cette capacité-là. Alors maintenant, il y a dans nos milieux des gens qui réfléchissent, qui argumentent, qui sont consultés. Jusqu'à présent, on peut dire qu'ils aient été tellement entendus, mais je ne désespère pas. D'accord. Eh bien, merci. Merci, Jean-Marc Lévy-Leblond,